fou, je ne suis pas habitué de parler devant le monde. L'acte de peindre, pour moi, c'est très libre. Je pense que tous ceux qui peignent, c'est unique, vivent leur chose. Moi, quand je peins, j'aime ça prendre du rhum, j'aime ça fumer des joints, fumer des cigarettes, écouter de la musique. Je pense pas à grand-chose d'autre que peindre. J'aime le beau, mais j'ai pas envie de parler de ce que j'aime, tout ça. Je pense que tout le monde devrait peindre pour vivre cette expérience-là. C'est très vaste. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Ou danser la salsa. Jouer la flûte, tout le monde devrait faire ça. Non, non, ben, peut-être, oui. Merci beaucoup. Yvon me dit, ça fait très longtemps, il y a la thèse la plus importante, tu n'en as pas parlé. Bon. C'est la thèse numéro 9. L'être humain, est-ce que c'est bon? Oui. L'être humain préhistorique a dû peindre pour pouvoir parler. On sait que, je vais être bref, on sait que l'humanité a commencé à parler à un moment donné. On sait que le feu avait été maîtrisé certainement très longtemps avant. On sait que les outils étaient fabriqués il y a des centaines de milliers d'années. On a trouvé des vestiges. Les instruments de musique sont beaucoup plus vieux aussi. Et certains statuettes, sculptures, j'en parlais tout à l'heure, sont beaucoup plus anciennes que les fresques. Il y a un long cheminement. Et selon moi, l'espèce humaine est devenue humaine à un moment précis. C'est la grande fête. C'est au moment de la grande fête. Quand on a pu contrôler le feu et qu'on avait toutes sortes d'outils, toutes sortes d'instruments pour jouer de la musique aussi, qu'on avait l'habitude de redonner sans parole, de musicaliser la voix, la gorge, les sons de gorge, etc., d'utiliser le corps comme instrument. Quand on avait certaines images intérieures très développées depuis des milliers d'années qu'on aurait voulu exprimer, mais qu'on n'exprimait pas encore, qu'on portait dans les rêves, qu'on portait dans l'imaginaire, ou peut-être dans les visions que les gens avaient. Quand tout ça était prêt, on est rentré dans la grotte, parce que pendant des dizaines, des centaines de milliers d'années, on invitait l'entrée de la grotte, la partie qui n'était pas obscure. Il fallait se battre avec les ours là, immenses de ce temps-là, qui voulaient rentrer dans le fond là, dont on trouve les grandes plus loin. Avec la lumière, on pouvait rentrer à l'intérieur. Et on découvrait sur les parois des infractuosités, des bosses, des plaques, des rondeurs, qui tout de suite faisaient appel aux souvenirs de rêve. Les animaux magnifiés, les êtres magnifiés qu'on portait depuis des milliers d'années qu'on n'avait jamais pu exprimer. Un peu, là, en gravant sur des armes ou des outils, sur des ossements ou de l'ivoire ou autre chose, un peu sur la pierre. On avait un peu gravé, mais on n'avait pas encore représenté l'image dans sa totalité avec le mouvement, la couleur, etc. On entre en chantant ou en psalmodiant ou en faisant des sons, en dansant, en jouant de la musique. On met des torches, on allume des feux, on se met à danser avec les animaux, que tout de suite, les peintres peignent. Ou avaient peint juste avant. Et tout ça bouge et tout ça, tout en transe et l'unité totale se fait. Lorsque la totalité des sensations collectives se réalise et l'unité totale de ce qui est intérieur et extérieur, dans ce tapage-là, dans cette transe-là, les gens commencent à prononcer des sons articulés qu'ils n'entendent pas. Si les premiers humains avaient entendu ce qu'ils disaient comme invocation, supplication ou admiration envers les puissances occultes qu'ils voyaient autour d'eux, ils auraient fait comme les personnes qui bégayent, ils n'auraient pas été capables de parler. C'est dans l'espèce d'assourdissement que les premières prières, les premières invocations ont été faites, les premières supplications, les premières expressions, où on associait enfin ce qu'on a fait dans la tête depuis des milliers d'années, des sons avec des images de rêve.
des sons avec des fantasmes, avec des visions qu'on avait à l'intérieur. On n'était pas capable d'exprimer. Mais là, collectivement, dans cette grande unité avec le cosmos et entre tous les êtres humains, enfin, ce qui fait la totalité de tout, la parole. Tout peut être contenu dans les mots, dans les phrases, dans les idées parlées. On peut parler de tout, on peut dire tout. Est-ce qu'on a nommé lion, cheval, aura, ou est-ce qu'on a dit viens, ou est-ce qu'on a dit garde-moi, ou protège-moi, ou je ne sais pas ce qu'on a dit, mais on a commencé à parler sans que les autres entendent. Et en sortant de la grotte, en y pensant, dans plus de repos, plus de calme, une attitude plus sereine, on s'est mis à se parler plus à l'intérieur de soi, puis ensuite à communiquer avec les autres. C'est ma thèse sur l'origine de la parole dans la fête totale des sens, de la communauté, de la collectivité, et je l'ai pris nulle part. Je l'ai lu nulle part, et j'en ai jamais entendu parler, je vous jure. Alors ça, c'est la thèse la plus périlleuse aussi. Et puis ça va être assez de thèse. Oui, romantique aussi. Ça va être assez pour moi. Bon, mais bon. Et là, les gens interviennent. Est-ce qu'on continue à lire? Non. On passe à la discussion. Il est 8h15. Ouais, merci pour l'exposition. Alors, je donne la parole à ceux qui veulent bien. Bon, tu peux venir là. Alors, ça va être une thèse pas périlleuse du tout que je vais attaquer. La thèse, pas la thèse, en tout cas le numéro 3 qui dit « Peindre transforme le monde ». Le numéro 9, le numéro 8, pardon, dit « En peinture, on ne produit pas les choses qui nous entourent. Donc, peindre, c'est transformer le monde, c'est pas le reproduire, on va faire la même chose. » Bon, moi, je voudrais tester ça. À partir de la fameuse toile de Cézanne, on voit une belle pipe qui est dessinée sur la toile. Puis, si on arrive devant ça, on dit « Ah, mais c'est une pipe. » La toile s'appelle « Ceci n'est pas une pipe. » C'est pas Cézanne, c'est Magritte. C'est Magritte. Bon, OK, voilà. On a compris pareil. Ceci n'est pas une pipe. Alors, Ceci n'est pas Cézanne. Ceci n'est pas Cézanne. c'est pourtant pas une plaisanterie que Magritte a voulu faire, je pense pas. Magritte a voulu dire, ça appartient pas au monde des choses. Si ça appartient pas au monde des choses, peindre, c'est pas transformer le monde, parce que le monde, c'est les choses. Alors, peindre, c'est pas transformer le monde. On dirait, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Transformer dans le sens d'une interaction matérielle. On utilise des matériaux et on modifie. Puis comme c'est l'aboutissement des changements techniques, ça correspond à la fin de la construction de la niche écologique de l'espèce humaine. C'est comme le dernier degré ultime dans ce sens-là. Ça donne une signification à tout ce qu'on a fait. La maison, tant qu'il n'y a pas de signes dessus, de hiéroglyphes, de pictogrammes, c'est pas encore la maison. L'outil, tant qu'il n'est pas marqué par un signe magique, c'est pas encore l'outil. C'est une façon de se l'approprier. C'est ça. C'est ça, c'est de faire sa niche et s'approprier l'univers, se prendre sa place dans les choses, d'être chez soi. C'est pas transformer dans le sens de couper un arbre puis se faire une colonne pour une hutte. C'est pas le même genre de transformation. Par contre, si on tolérait les choses telles qu'on les voit, telles qu'elles sont autour de nous, on n'ajouterait pas de couleurs, de peinture, de forme, d'image. On ne chanterait pas non plus. On ne danserait pas non plus. Tout ce qui est gratuit, on ne ferait pas. On laisserait des choses comme c'est là. Alors non seulement on chasse, on tue pour manger, on chante en même temps, on invoque les esprits. Tout ça se fait. C'est pas nécessaire, mais c'est essentiel pour l'être humain. Non nécessaire, mais essentiel, c'est bon. Oui. Donc, oui, C'est là-dessus. Oui, c'est juste cette notion de transformer le monde, là.
j'ai un peu de difficulté, j'aimerais mieux comprendre. Parce que si on regarde l'histoire de l'humanité, malgré des progrès techniques absolument ahurissants, là, si on regarde ce qui se passe de nos jours comparé au début, c'est pas croyable. Par contre, si on regarde le domaine de la compassion, on continue à s'entretuer, à s'égorger. Alors je me demande dans quelle mesure les arts, que ce soit de la peinture ou de la musique, on a demandé à Paul Buissonnet à un moment donné, est-ce que c'est vrai que le théâtre change le monde? Il a dit non, c'est pas vrai. Alors, puis bien souvent aussi, je peux concéder que les arts ont pu aider à faire certaines prises de conscience, mais elles sont vite oubliées, ces prises de conscience-là. On va les tuer par la suite. Transformer le monde, je l'étudiais dans le sens de notre entrée en relation avec l'environnement naturel. Plus que le monde, c'est pas les personnes. C'est le cosmos, c'est l'univers. Laisser une marque, changer les choses, ne pas les laisser dans le même ordre. Placer des pierres en rond, dresser des menhirs, des colonnes. C'est changer. Donc c'est l'aspect technique uniquement, là? Non, parce que tout ça, ça symbolise une couronne de menhirs ou de pierres dressées, ça symbolise le cosmos, peut-être le voyage du soleil dans le zodiaque, toutes sortes de choses que je ne connais pas, je ne suis pas spécialiste. Le devenir. Oui, le devenir, le mouvement, la transformation. Ça représente autre chose. Ça nous tire par en haut. Comment? Et ça nous tire par en haut. Oui. La fonction. D'abord, oui, pour moi, je trouve que tu n'as pas souligné un peu l'aspect magique du dessin. Parce que dans le dessin aussi, on dessine la majorité du temps ce qu'on désire. Et ça a un effet sur notre vie, notre comportement. Ce qu'on dessine, ça a un pouvoir. C'est comme si ça s'incrustait dans la transe et ça se matérialisait après dans l'avenir. Moi, dans ma vie, j'ai toujours dessiné, puis je me suis rendu compte que très fréquemment, ce que je dessinais, peu importe si c'était uniquement symbolique ou figuratif, ça se manifestait dans ma vie. Ça avait un caractère magique. On dirait qu'on attire les choses qu'on dessine. Oui. Et lorsque on dessine une personne dans une situation précise, c'est comme si on lui envoyait une vibration pour se placer dans cette situation-là. Ça a un caractère magique du dessin. Comme les talismans qui ont été faits, les dessins symboliques, on peut parler des pentacles du bonheur, là, qui ont été publiés, là, c'est des dessins chargés de pouvoir, de réalisation du sujet. Il y a tout cet aspect-là de la magie du dessin qui a été Tu réponds à cette chose? Non, c'est correct. Non, mais une autre question. J'ai beaucoup insisté sur le contact avec le sacré, sur la magie qu'il y avait là-dedans, je pensais, l'appropriation des forces occultes, l'entrée en contact avec la source de la vie, de la vitalité, du dynamisme. C'est ça de la magie. Les peintures rupestres ont permis aux gens enfin d'exprimer ce qu'ils portaient depuis des milliers d'années, de se réunir, d'y entrer, de pratiquer le mythe, de pratiquer la légende. Qui va donner récit, langagier, parole, après, un peu selon la vision romantique et celle de Rousseau. C'est l'émotion d'abord, les termes après, les mots après, voilà. Joanne? Non, une question de madame derrière toi. Oui. J'aimerais que vous approfondissiez le numéro 4. Créer n'est pas exprimer sa subjectivité. Okay, je dis ça, mais je vous dis pourquoi, à quoi je pense. Je pense à Frida Kahlo, qui a écrit, puis qui a dessiné tellement, là, quarantaine, cinquantaine d'images d'elle-même, en disant que le sujet et l'objet qu'elle connaissait le plus, c'était elle. Donc, elle essayait le plus possible d'exprimer sa réalité au moment où elle vivait. Et quand vous parliez de naissance, qui était quelque chose d'extraordinaire, je pense à sa peinture Henry Ford, où elle parlait justement de son avortement et puis de tout ce qui était terrible. Alors, ça, ce n'était pas du rêve, c'était du vécu à la fois subjectif et objectif. Donc, j'aimerais beaucoup comprendre votre numéro. Je trouve ça très intéressant et
sais bien que quelqu'un va être marqué par ce qu'il a vécu dans n'importe quelle forme d'expression artistique. Et son style va être personnel, c'est inévitable. Dire qu'elle ne fait que parler d'elle, ça reviendrait à dire des photos d'elle avec ses appareils médicaux, ses pansements dans sa chambre ou ailleurs, seraient identiques à ses toiles. Mais non. Mais non. Les toiles sont beaucoup plus magnifiques que ce que les gens voyaient en allant la voir. On n'en parle plus de ce qu'elle avait l'air dans son lit de mort. Mais elle s'est peinte en train de mourir, ou toutes sortes de choses comme ça, morte d'ailleurs. C'est beaucoup plus. C'est la mort, c'est la souffrance, c'est la femme bafouée. C'est l'expérience de l'avortement de point de vue maternel. C'est ça qu'elle veut montrer à le livre à toute l'humanité. C'est ça. C'est comme, ben oui, c'est ce que je répondrais. C'est beaucoup plus que sa vie. Jean disait, elle prend possession de sa vie. Oui, mais les œuvres... sa matière, tu sais. Elle est handicapée. Tous les jours, elle se confronte à son handicap. Donc, c'est comme elle puise à cet imaginaire, puise à cette souffrance et se l'approprie. Oui. C'est ça. Son imaginaire va puiser à cette souffrance et va s'en inspirer en fin de compte. Et puis là, elle va témoigner cette femme cassée, brisée par l'handicap. Mais ça dépasse largement l'handicap. Et dans ce sens, tu as raison, c'est impersonnel. Pour ça, c'est force, puissance, parce que c'est impersonnel. Mais je voulais dire une autre chose. Oui, quand tu parles de... c'est un système de relations. Moi, je pense qu'on est toujours dans un système de connaissance. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'acte de peindre, l'acte de penser, l'acte d'écrire? J'écris toujours de quelque part, je peins toujours de quelque part. Qui suis-je à ce moment précis de l'histoire? Tu vois-tu? Donc, on n'est jamais à nulle part, on est toujours à quelque part. Et puis, on est toujours aussi inspiré d'une multitude de personnes. Un système de référence, c'est une horde qui est en arrière de nous. Et puis nous, on puise à même notre quotidien, notre vécu, toute la souffrance, toute la vie, toute la joie, toute la passion, toutes les jouissances de tout ça, ça devient de la matière avec laquelle on s'en sert pour produire des choses, des objets. Donc, mais je ne le fais pas n'importe comment. Et puis on voit dans les sociétés, il y a des moments de grande richesse culturelle, puis d'autres moments de grande pauvreté culturelle. En ce moment, on ne sait pas dans quoi on est comme sur le bord. On sent qu'on est dans un creux de quelque chose de pas beau, puis en même temps de beau, on ne sait pas, on est une espèce de... Mais il y a des moments plus franches, là, de grande création artistique, à un moment donné, des époques riches, des époques plus pauvres. Je crois culturellement, collectivement, même. Tout dépend de l'histoire. Et là où se place notre création dans l'histoire. Merci. Non. C'est probablement aussi qu'elle a levé la main. Mais oui, monsieur. Moi, je connais rien en peinture. Mais depuis une dizaine d'années, j'ai tout visité des ventes de garage. Quand il y a des ventes de garage sur le chemin, je m'intéresse de plus en plus à la sorte de peinture. Oui, allez-y donc. Bon. Quel est l'eau? Moi, je fais quand je fais des ventes de garage depuis une dizaine d'années. Puis depuis 7-8 ans, j'achète de plus en plus des peintures. Donc, on ne peut pas savoir pourquoi je les achète, des trop pleines. Mais vous savez, sur le bord du chemin, on trouve toujours des peintures qui ne sont pas tellement chères. Je suis arrivé une fois à une galette, il y avait 5 à 6 peintures. Des peintures naïves. Une peinture, là, donc, je me rappelle, on représente un travailleur, un laboureur dans son champ. Puis la peinture, elle était faite sur un contreplaqué de 3/8 de pouce. Vous savez, c'était un fond de tiroir de bureau de chambre. Ça paraissait parce qu'il était usé par en dessous. Bon, où j'en ai? Ce qui est le problème avec toi, peindre transforme le monde. 7, il faut le devenir enfant. En peinture, on ne reproduit pas les choses qui nous entourent. Le type qui avait fait ça, donc, d'après moi, il avait 60 ans.
Bon, je peux être d'accord avec